14h. Bonjour Rina Bassiste. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre à présent dans cette émission. Vous êtes journaliste israélienne, correspondante à Paris du média Cannes et analyste pour le site consacré au Moyen-Orient Al Monitor. Rina Bassiste, est-ce que l'accord de cessez-le-feu annoncé hier soir est remis en cause par les réserves exprimées depuis ce matin par Israël et le Hamas? Bon, c'est une bonne question. Et on ne sait pas si vraiment il y a un problème qui est réel ou est-ce qu'il y a des spins. Et s'il y a des spins ou voilà, donc de la com des rumeurs. Voilà, la com des rumeurs. Est-ce que c'est à qui la faute en fait? D'un côté, on a Israël, le bureau de M. Netanyahou, qui a dit il y a peu de temps que Hamas a basculé en fait, que Hamas accepte plus ce droit de veto israélien sur la liste des prisonniers palestiniens qui doivent être libérés de prisons israéliennes pendant l'accord. Parce qu'Israël a exigé ce droit de veto pour empêcher la libération de certains prisonniers qui sont dans les prisons pour un très longtemps. Donc, des gens qui ont commis des crimes extrêmement graves, des assassinats extrêmement graves des Israéliens. Là, Israël aimerait bien avoir les droits de veto. Et maintenant, soudainement, a priori, le Hamas refuse ce droit. Ça, c'est la version israélienne. Selon les Israéliens, ça avait été accepté par toutes les parties et validé derrière par les médiateurs. Exactement. Donc ça, c'est la version israélienne. La version de Hamas, maintenant, c'est Israël en fait qui a changé d'avis. C'est Israël qui accepte plus cette fameuse liste qui était déjà discutée depuis quelques jours. Donc c'est très difficile à savoir à qui la faute. Et sur ça, il faut aussi ajouter les volets politiques. Parce qu'on sait que ces derniers 3-4 jours, il y avait énormément de discussions entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et ces deux ministres. Itamar Ben-Gvir, notamment, voilà. Le ministre, alors on rappelle, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui appelait son collègue des Finances, Bezalel Smotrich, à le rejoindre dans cette opposition à l'accord. Exactement. Et plus, il y avait plus qu'avec Ben-Gvir, parce que Ben-Gvir, on a l'impression qu'il est plus ou moins déjà décidé. Et les discussions sont entre M. Netanyahou et M. Smotrich. Et donc, c'est plutôt dans la main du ministre de la Finance, M. Smotrich. Et donc là, on se demande en Israël, est-ce que vraiment il y a un problème de fond qu'on ne peut pas régler, qui bloque tout cet accord, ou est-ce qu'il y a aussi cette volonté de M. Netanyahou, soit d'aller dans la direction de l'extrême droite et attendre un peu avec cet accord, soit, ça c'est aussi une possibilité, démontrer à son électorat, à lui, regardez, je fais tout mon possible, je regarde tous les voies, tous les problèmes, je mets la pression sur les Américains, sur les Qataris, sur les Égyptiens pour changer l'accord à notre faveur. Ça peut aussi être ça, une sorte de jeu politique que M. Netanyahou joue en ce moment. Rina Bassiste, avant de revenir sur l'avenir politique de cette majorité, de ce gouvernement, est-ce que politiquement, pour Benjamin Netanyahou, le fait d'avoir éventuellement ou de devoir accepter l'absence de veto serait acceptable à la fois pour son électorat, donc l'absence de veto sur les terroristes palestiniens qui seraient libérés à travers cet accord? Est-ce que ça serait acceptable politiquement à la fois par son électorat, mais plus largement par l'opinion publique israélienne? Je crois qu'à la fin, ce qui va décider, c'est en fait la liste finale. Qui va être libéré et qui ne va pas être libéré. Si dans la liste, vraiment, il y a des noms qui sont extrêmement connus au public israélien, par exemple, je dis Marwan Barghouti, aux autres personnes qui ont commis vraiment des attentats terroristes extrêmement larges, ça peut poser un problème politique pour Netanyahou, non seulement au niveau de ses partenaires de coalition, mais aussi au sein en fait de cette public droite ou extrême droite, les gens en fait qui manifestent. Et il y avait déjà une manifestation aujourd'hui contre cet accord. Mais pas au-delà. Maintenant, aller dire que l'accord sera vraiment bloqué, moi je ne suis pas persuadée parce que les contrebalances, c'est bien sûr le président élu américain Donald Trump qui a annoncé hier, il était le premier à annoncer qu'il y avait un accord. Et voir Netanyahou aller contre en fait M. Trump, disant non, M. Trump en fait il avait tort à annoncer cet accord parce que il y a encore ces points, on n'est pas on ne peut pas accepter tel quel sans les droits de veto. Ça m'étonnerait quand même, et surtout en vue de timing, parce que on sait très bien que cet accord qui devrait être voté aujourd'hui au sein du gouvernement israélien,
l'idée est de commencer à l'impliquer dimanche. La veille de l'investiture de Donald Trump. La veille de l'investiture, ça devrait être cette photo de victoire pour Donald Trump annoncée juste avant l'investiture. Est-ce que M. Netanyahu osera voler cette photo de victoire de M. Trump, son grand ami, le grand ami d'Israël? Moi, je ne suis pas sûre. Rina, est-ce que Trump a véritablement été l'acteur le plus décisif dans cet accord? Hier, le président Biden rappelait que cet accord-là reprenait en fait les paramètres qu'il avait lui-même proposés au printemps dernier en mai et qui avaient été repoussés à l'époque. Plus que ça, on sait très bien que ces paramètres, en fait, c'était Israël qui a proposé. Après, ces paramètres étaient repris et présentés par le président Biden. Et c'est vrai que l'administration Biden a œuvré de façon absolument extraordinaire avec... je pense que M. Blinken a fait plus ou moins 12 déplacements dans la région. Il y a William Burns, le chef de la CIA, qui a fait autour de 20 déplacements dans la région. Donc, il y avait vraiment un effort, un engagement extraordinaire de l'administration Biden pour arriver à cet accord. Mais à la fin, ce qui compte, c'est la personne qui a, comment on dit en hébreu, qui a tapé sur la table et qui a réussi à amener tous les partis à l'accepter. Et ça, c'est M. Trump avec son envoyé spécial Steve Witkoff. Et je crois qu'il a raison quand il réclame, quand il dit c'est moi qui ai amené cet accord, parce que quand on va regarder les grands tableaux, quand il y aura les dossiers, par exemple, les dossiers de l'Arabie Saoudite, si jamais c'est sur la table pour une normalisation des relations avec Israël, M. Trump, il va dire, regardez, c'est pas seulement tous les accords d'Abraham, délivré, comme on dit en anglais. Tout ce que j'ai fait à mon premier mandat, même les jours avant mon investiture, je vous ai ramené cet énorme cadeau. Regardez, je peux le faire. Comme ça, il va pousser aussi peut-être d'autres accords. Rina, est-ce qu'on peut dire que cet accord assure et confirme, j'allais dire presque l'omniprésence diplomatique du Qatar dans ce dossier, malgré le 7 octobre? Oui, absolument. Il y a deux gagnants ici. Donc, on a déjà parlé à l'administration Trump, qui même avant l'investiture a déjà gagné. Et le deuxième gagnant, c'est le Qatar. Parce que, regardez, Qatar, avant le 7 octobre, c'était un pays quand même qui était soupçonné, et même plus que soupçonné. Oui. Le Qatar a financé une grande partie, à côté de l'Iran, a financé le Hamas. C'était un pays qui soutenait les organisations terroristes. Là, un renversement absolument extraordinaire. Soudainement, c'est le pays médiateur, le pays où tout le monde court pour le Premier ministre annonce après Trump l'accord. Exactement. Et même l'administration Biden a reconnu qu'il fallait laisser le Premier ministre qatarien faire son annonce avant que Biden a pris la parole. Pour quelle raison? C'est exactement la même chose. Là, on reconnaît en fait le rôle que Qatar a joué et qui peut jouer dans la région, ce rôle de médiateur. Et ses relations privilégiées avec Hamas, peut-être avec d'autres pays, qu'il l'a mis dans une situation absolument extraordinaire où ils ont qu'à gagner de cet engagement et ils ont su faire. Et on regarde par exemple l'Égypte. L'Égypte a aussi participé à ces efforts de médiation, mais l'Égypte avait énormément plus à perdre parce que l'Égypte, géographiquement, c'est à côté de la bande de Gaza. On sait la peur qu'ils ont qu'il y aura de réfugiés en fait, gazaouites qui vont entrer sur les sols égyptiens. Donc c'est complètement une autre situation. Là, Qatar, très loin de tout le monde, et Qatar même a abrité pendant quelques temps les leaders de Hamas, on le sait, et malgré tout ça, ils ont réussi à se mettre dans cette position extraordinaire comme médiateur et ils ne vont pas lâcher. Ça, c'est quelque chose, c'est un achievement, comme on dit en anglais, diplomatique qu'ils vont garder et ils vont nourrir. Une dernière question, une réponse très courte, s'il vous plaît, Rina Bassis. Est-ce que cette omniprésence diplomatique du Qatar assure au Hamas une forme de pérennité de son pouvoir et de sa gouvernance dans la bande de Gaza à moyen terme? Ah, ça, je ne suis pas sûre parce que je crois que le Qatar a tellement gagné de cette histoire, c'est tellement bien positionné qu'ils n'ont plus besoin de cet outil de Hamas. Ils ont montré qu'ils savent faire diplomatiquement. Et là, ils sont dans cette situation. S'il y a un accord, ils peuvent lâcher le Hamas, ils peuvent se focaliser aux autres choses.
là, ça les apporte plus grand-chose, en fait, cette liaison avec le Hamas. Merci beaucoup, Rina Bassis, d'avoir été avec nous en direct sur Radio J. Je rappelle que vous êtes la correspondante à Paris du média israélien Kan et qu'on peut vous lire notamment sur le site Al Monitor. À bientôt. Merci beaucoup.